Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler des violences conjugales entre 11h et midi. Vous savez que tous les jours, nous ouvrons un dossier, nous ouvrons un débat sur un sujet d'actualité. Pourquoi les violences conjugales? Parce que ça va revenir dans l'actualité dans les jours qui viennent. Je posais simplement la question pour ce débat. Faut-il mettre en place une justice spécialisée? Mais nous allons aller beaucoup plus loin, évidemment, que cette question, parce que les violences conjugales méritent tant d'attention. Les violences conjugales, nos invités, nous avons avec nous Maître Nathalie Tomasini qui sera au téléphone tout à l'heure. Nous avons avec nous Dominique Vérien qui est sénatrice centriste. Bonjour Dominique Vérien, merci d'être avec nous. Vous travaillez sur un rapport, hein. Vous allez le rendre quand d'ailleurs, ce rapport sur les violences conjugales? Au plus tard fin mars. Et quelques propositions pour la Première ministre avant le 8 mars. Eh bien, nous allons parler de vos propositions que va reprendre peut-être Elisabeth Borne. Avec nous est également Violaine de Philippi Sabat qui est porte-parole de l'association Oser le féminisme. Bonjour. Et avec nous Maître David Friedman qui accompagne des victimes de violences conjugales. Maître Friedman, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, les violences conjugales, faut-il mettre en place une justice spécialisée? D'abord, je voudrais revenir sur les chiffres tout simplement de 2022. Je ne sais pas si nous avons les chiffres définitifs. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 111 féminicides en 2022. Est-ce que ce sont les bons chiffres? 111... Oui, j'avais un chiffre un peu plus élevé. Mais... Un peu plus élevé. Malheureusement, c'est toujours beaucoup trop. Oui, non, mais ça on est bien d'accord. 111 féminicides, 15 homicides. Il y a aussi des homicides, ça existe par des compagnes ou ex-compagnes. Il y a aussi des infanticides, ne les oublions pas, parce qu'on parle de violences conjugales, n'oublions pas les enfants. Il y a des matricides, il y a des parricides, il y a des fratricides et il y a des sororicides. Ça existe aussi, il y en a eu 3. Sororicide en 2022. Bien. Alors, regardons, faisons un premier tour de table. Violence conjugale. Je parlais de votre rapport, maître Dominique Vérien. Votre rapport, donc, dans les premiers jours de mars, vous allez rendre un pré-rapport. Quelques propositions. Oui, quelques propositions. Lesquelles? Non, mais je suis direct. Normalement, lesquels? Normalement, vous ne devez pas le dire. Je vais évidemment pas les dire puisque nous sommes seulement en train de les finaliser pour les proposer à la Première ministre. Par contre, puisque votre question c'était faut-il une justice spécialisée, je peux déjà vous dire que nous allons vers effectivement une spécialisation et à minima une équipe dédiée sur ces sujets-là, autant en justice que ce qu'on voit qui se met déjà en place d'ailleurs en police, en gendarmerie. Des équipes et dédiées des formations. Au sein des tribunaux. Des équipes dédiées au sein des tribunaux. Voilà. Il n'y aura donc pas de justice spécialisée. Vous ne proposerez pas... C'est une justice spécialisée. Oui. Ce sera une chambre... en Espagne, on est bien d'accord. Ah mais parce que de toute façon, notre fonctionnement n'est pas du tout le même que celui en Espagne. Le procureur ne fonctionne pas comme le nôtre, les juges ne fonctionnent pas comme les nôtres, leurs juges fonctionnent un peu comme nos procureurs. Donc on ne peut pas tout à fait calquer. Par contre, on peut s'en inspirer et nous revenons d'Espagne. Nous venons d'y passer 2 jours justement pour pouvoir aller regarder. Oui. Et donc nous allons nous en inspirer aussi dans nos propositions, c'est très clair. Et donc si on peut parler de justice spécialisée malgré tout, puisque ce sera une chambre spécialisée qui mêlera aussi bien procureur spécialisé que juge aux affaires familiales spécialisé, éventuellement juge d'application des peines, juge des enfants. Donc une vraie équipe spécialisée qui traitera que de ça. Dédié à ce sujet. Dédié à ce sujet. Dans chaque juridiction. Dans chaque juridiction, et c'est là justement que c'est très important, il faut absolument mailler le territoire parce qu'on se rend compte que la ruralité est plus lourdement touchée encore que les villes, puisque 50% des féminicides ont lieu en ruralité alors que nous n'avons que 30% de la population en ruralité. Bon, donc chaque juridiction aura son équipe dédiée. Il va falloir, dites-moi, il va falloir des moyens pour ça. Il va falloir des moyens. Alors moi j'ai bien entendu... Et des moyens, de l'argent... Et puis des magistrats. Ben j'ai bien entendu que le garde des Sceaux nous avait annoncé 300 magistrats nouveaux de plus par an sur les 5 ans qui viennent. Je pense qu'on devrait lui en subtiliser déjà un tiers sur ce sujet-là. Au moins 100 magistrats pour ce sujet.
Au moins. Des violences conjugales. On ne l'a pas encore estimé. Je vous dis, notre rapport, on le remet vraiment fin mars. Et les premières propositions, donc on analysera plus finement. Mais on le sait, ça demandera des moyens. Ça demandera des moyens en justice, mais ça demandera aussi des moyens. On en parlait tout à l'heure, en police, en gendarmerie, notamment sur les travailleurs sociaux en gendarmerie ou les travailleurs sociaux en police, où on a, on le sait, l'État qui finance 50%, mais c'est la croix et la bannière pour faire financer les 50% restants. Et là, on se rend compte que c'est tellement utile qu'on veillera à les faire financer. Alors, Violaine de Philippi-Sabat, qu'en pensez-vous ? Écoutez... C'est insuffisant ou c'est suffisant ou c'est prometteur ou je dirais... Il y a 2 temps. Le constat, on est d'accord avec. Et je remercie Madame la sénatrice d'avoir rappelé quelques chiffres très, très importants. Mais les solutions, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Et là, je parle aussi en tant qu'avocate, militante du terrain. Les pôles spécialisés, en réalité, c'est-à-dire une cohésion entre équipes, ça existe dans les tribunaux aujourd'hui. C'est pas uniformisé et ça aurait le mérite, c'est sûr, d'uniformiser cette pratique. Concrètement... C'est-à-dire, je vous arrête, les magistrats ne feraient que ça, on est bien d'accord. Que ça, mais vous consacreraient tout leur temps, parce que les dossiers sont extrêmement Il y a des chambres déjà où des magistrats, il y a des chambres dans les juridictions où les magistrats traitent de ça. Je vous dis ça parce que, par exemple, je prends l'exemple d'Orléans, 25% des affaires sont des affaires de violence conjugale. Mais vous pouvez le dupliquer sur d'autres tribunaux. Oui. C'est tout à fait l'ordre spécialisé, c'est ça en fait. Des choses. Mais au-delà des magistrats spécialisés, si vous voulez, c'est que depuis les années 2000, l'Espagne a mis en place ses juridictions spécialisées. J'entends bien que l'Espagne n'a pas notre modèle juridique, je ne remets pas en question ça, et j'ai bien noté aussi que vous aviez dit à minima des pôles dans les tribunaux, donc peut-être plus, et c'est ce que je vais vous expliquer, plus comment. En réalité, des juridictions spécialisées, c'est-à-dire un tribunal dédié aux violences intrafamiliales, ce ne serait pas que des mises en relation judiciaires, ce serait aussi des mises en relation avec les acteurs externes, notamment, je vous donne l'exemple de ce qui existe à Bordeaux, le COVA, qui est un centre d'accueil d'urgence des victimes, qui fait aussi des expertises et des missions dans le cadre de procédures judiciaires, mais pas que. Ces acteurs-là devraient être rapprochés du système judiciaire. C'est-à-dire qu'on devrait envisager la prise en charge des victimes dans sa globalité, et non pas comme une mise en relation, par exemple, du JAF, juge aux affaires familiales, avec le procureur, mais bien dans une globalisation, c'est-à-dire dans un parcours qui serait total, qui serait global. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, donc je vous disais, ça existe déjà, ces équipes dans certains tribunaux, et la relation entre JAF et parquet, elle existe déjà. Et en fait, le constat, c'est que ça ne suffit pas. Donc même si on officialise demain et qu'on uniformise ces équipes, il n'en reste pas moins que il va pas y avoir de changement. Et je vous donne un exemple concret. J'avais un dossier vraiment terrible. La jeune femme est désormais à l'hôpital. Elle a fait une rechute en anorexie. Le JAF avait condamné son ex-conjoint à une ordonnance de protection qui lui disait de ne pas s'approcher d'elle pendant une période déterminée. Et pendant l'audience devant le JAF, il avait reconnu, et c'est dans le jugement, enfin dans l'ordonnance, il avait reconnu qu'il avait eu des comportements qui pouvaient s'apparenter à des violences sexuelles. Ok, on va à la police pour la confrontation. Dans le cadre de la confrontation, la police qui a cet élément dossier, qui a l'ordonnance du JAF, dit bon, vous avez reconnu les faits, etc. Donc sur le volet civil, et au volet pénal, eux étaient chargés donc de faire la confrontation, ensuite de faire un rapport au procureur. Donc partant de là, moi effectivement, je dis à la police, oui, il a reconnu les faits. Son avocat dit non, pas tout à fait. Voilà, ça arrive chez le procureur en fin de journée, ce rapport classé sans suite. Pourtant, le procureur était informé qu'il y avait eu des déclarations. Écoutez, j'aimerais bien le savoir, j'ai toujours pas la copie de l'avis du classement. Donc ce que je veux dire, c'est que même quand ils parlent entre eux, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de prise en charge globale. Bien. Alors, le premier point. La première des choses, parce que ça, depuis le départ, je le dis d'ailleurs au garde des Sceaux et à qui veut bien m'entendre, le premier des points, ce sera de toute façon la formation, pour éviter ce genre de choses. Et ensuite, réellement, dans l'équipe dédiée, on fait rentrer le procureur et on crée un lien plus fort. Ça va nous demander quelques modifications législatives, et notamment pour pouvoir échanger des données entre JAF et procureur, puisqu'on sait bien que par rapport au contradictoire, tout n'est pas aussi simple que ça, mais on l'a bien en tête pour que ça avance. Je suis d'accord sur le fait que ce classement sans suite est absurde.
mais et probablement ça manque de formation. Avec un procureur spécial, enfin un procureur dédié, un procureur vif, je pense qu'une telle chose ne serait pas arrivée. Ça permettra d'éviter, par exemple, ces classements sans suite qui sont... Bon, par ailleurs, je suis d'accord sur la globalité, sur le fait qu'il faut prendre vraiment les choses dans la globalité. C'est-à-dire, et d'ailleurs, notre rapport, on a vraiment voulu le faire du signalement, c'est-à-dire comment on repère. Comment on aide la femme à pouvoir le dire, parce que ça c'est très compliqué, jusqu'à la fin, le traitement et comment on l'aide à se sortir de ce système et surtout aux hommes à ne pas recommencer. Alors je vais revenir sur tout ça à travers le témoignage de Faustine que nous allons prendre en ligne dans quelques instants après la pub. Je rappelle certains points, ensuite je vous donnerai la parole. Je rappelle certains points. Ce rapport, vous le travaillez avec la députée Émilie Chandler, je voudrais le préciser. Vous êtes sénatrice de Lyon en ce qui vous concerne, vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat aussi, et je crois que c'est bon de le préciser. Je voudrais préciser aussi la promesse d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait. Il souhaitait la mise en place d'un pôle juridictionnel spécialisé. C'est ce qu'il souhaitait dans sa campagne présidentielle. Hein. Je voudrais le rappeler également. Et puis, les condamnations pour violences conjugales entre 2018 et 2021 sont passées de 22 949 à 43 725. L'autorité parentale retirée est passée de 9 à 2017 à 187 en 2022. Il y a aujourd'hui 954 bracelets anti-rapprochement actifs en décembre 2022, décembre dernier, et 64% des téléphones grave danger sont actuellement attribués. Voilà, je voudrais donner ces chiffres. Mais il y a un vrai progrès. Il y a un progrès, même si c'est encore insuffisant, mais il y a un progrès. Il faudrait regarder le quantum des peines quand même. Il faudrait quand même s'intéresser à cette question. Parce qu'effectivement, si les condamnations sont plus nombreuses, sont plus nombreuses, il faudrait regarder si elles sont efficaces et quel est le quantum des peines justement dans le cadre des violences conjugales. Parce que je trouve que c'est quand même insuffisant et c'est pas assez répressif. Alors maître, vous allez réagir après Faustine, qui sera avec nous. Il est 11h14, vous êtes sur Sud Radio, qui sera avec nous dans 2 minutes. À tout de suite. Alors, il est 11h10. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de victimes de violences conjugales. Bon, heureusement, ce n'est pas toujours le décès au bout de la violence, mais prenons Faustine, qui est avec nous. Bonjour Faustine. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Ben, je vous en prie Faustine. Faustine, vous êtes toute jeune, vous avez vécu avec un compagnon qui s'est avéré violent. Racontez-nous. Alors, donc, je voulais déjà tout d'abord vous remercier d'accepter d'écouter ce témoignage. Je voulais également signifier que je m'exprime en mon nom. Voilà, c'est mon vrai prénom, Faustine. C'est un choix parce que j'avais envie de montrer à toutes les personnes qui nous entendent, que ce soit des femmes ou des hommes, il n'y a aucune honte. Voilà, premièrement, à avoir, d'avoir vécu finalement ces violences. Il n'y a aucune honte. Et je voulais aussi vous montrer à travers mon profil que la violence, en fait, elle n'a pas du tout de religion, elle n'a pas de statut social ou encore moins d'étiquette politique. Parce que moi, j'ai été sensibilisée à ces questions. J'ai préparé l'ENA, voilà, j'étais à Sciences Po. Mon copain était collaborateur, enfin mon ex-copain était collaborateur au Sénat. Mes parents sont médecins, voilà, donc un milieu privilégié. Et c'est pour montrer que voilà, donc la violence, ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment dans un parcours. Et donc, il ne faut pas en avoir honte. Alors, pour vous expliquer donc ce climat de violence que j'ai vécu, qui était mon calvaire pendant un peu plus d'1 an. En fait, ça commence toujours comme ça, les histoires d'amour, par un amour partagé. Ça a l'air très idyllique au début, et puis ça se transforme en cauchemar. Donc moi, ça a commencé par des violences très progressives qui se sont exercées à l'encontre de mes chats. Voilà, j'ai 2 chats et je me suis rendu compte en mettant une caméra chez moi qu'il les frappait à coups de balai quand je n'étais pas à mon domicile. Et ensuite, à partir de son licenciement, lorsqu'il a été licencié donc de son poste au Sénat, il a commencé à me violenter. Voilà, il me disait souvent comme tes chats, je déteste les personnes fragiles. Ça me donne encore plus envie de les frapper. Il me disait aussi beaucoup de « tu ne mérites pas d'être frappée, tu me remercieras, dans un sens, je t'ai renforcée, tu seras une femme forte maintenant ». Et donc ça a été des violences très psychologiques, voilà, des dégradations quotidiennes comme on peut souvent les entendre, « tu es trop bête pour comprendre ».
voilà, tu sers à rien dans la vie, des crachats au visage, des menaces de mort. Voilà, c'était mon quotidien. Et puis également la nuit, souvent j'étais un peu une sorte de buffet un peu humain. Je dirais que c'est le mot qui décrit ma relation avec mon ex-copain. C'est-à-dire qu'il se servait à n'importe quel moment. Donc la nuit, quand il avait des pulsions, voilà, je n'avais pas, il n'y avait pas de consentement en fait dans cette relation. Voilà, pour être très synthétique. Faustine, ça a duré combien de temps? Alors ça a duré, donc je l'ai rencontré en septembre 2021 et je l'ai quitté. Oui, parce que ça, je dois le dire, c'est moi qui ai pris cette décision de le quitter après une énième tromperie. J'ai décidé de le quitter en novembre 2022. Voilà, donc ça a duré un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et 4 mois. Vous étiez amoureuse? Ah oui, très amoureuse. Et c'est bien souvent ça le problème, parce que c'est vrai que quand on est victime de violence, on a souvent tendance à vous dire mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Et c'est vrai que l'amour, malheureusement, l'amour parfois va vous permettre de justifier un peu tout et n'importe quoi. Et ça, si je dois m'adresser à toutes les personnes qui m'entendent et qui vivent ce que j'ai vécu, voilà, c'est leur dire que l'amour ne ressemble jamais à la violence. Voilà, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Et moi, c'est quelque chose qui était très difficile à accepter. Aujourd'hui, je l'accepte. L'amour et la violence ne vont pas ensemble. Comment a-t-il réagi au moment de la séparation? Alors, étonnamment, il l'a plutôt bien pris. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Je l'ai complètement effacé de ma vie. Il s'est rendu compte de son comportement? Il vous a parlé de son comportement? Alors, son comportement, il se rendait compte qu'il avait un comportement violent, assez terrible, violent, disons-le, oui. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a aussi le rôle de la famille. Sa famille, en fait, avait tendance à beaucoup justifier en fait son comportement parce que c'est un garçon qui aurait vécu des traumatismes. Son père était dans un fauteuil roulant, voilà, qui a eu un grave accident en 2002. Donc tout l'entourage et même des amis avaient tendance en fait à minorer finalement son réel comportement. Voilà. Oui, c'est un point important, Faustine, le comportement de l'entourage. C'est ça, exactement. Toutes celles et ceux, vous êtes tous les trois autour de moi, ici dans le studio, vous opinez tous du chef, vous dites oui, c'est vrai, c'est important. Qui veut en parler, oui, maître? Effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une constante dans ces dossiers-là, où la personne qui va être mise en cause et qui fait des violences conjugales, en l'occurrence, on voit qu'il y a une famille en général qui minimise le sujet et qui... Je voulais demander à Faustine. Faustine, vous avez déposé plainte? Oui, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte en décembre 2022. En décembre 2022. Et qu'est devenue votre plainte? Eh bien, cette plainte, pour le moment... Tout est en cours et justement je voulais saluer, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément dans les médias, mais je voulais saluer l'accueil que j'ai pu recevoir. J'ai été reçue au commissariat du 17e, puis ça a été géré dans le 11e puisque c'est là où je vis actuellement. Et j'ai été en fait, étrangement, c'était d'ailleurs le même mois où cette jeune a tenté de déposer plainte et qu'elle a été ensuite frappée par son compagnon et qu'elle est dans le coma actuellement. C'est exactement ce mois-ci, donc j'avoue que je suis arrivée au commissariat avec pas mal d'appréhension. Mais étrangement, j'ai été très très bien reçue, j'ai été écoutée. Et donc ça c'est encore quelque chose que je voudrais dire aussi aux personnes qui entendent, c'est de ne pas avoir peur en fait de déposer plainte parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va croire en fait en votre récit. Oui. Simplement, Violaine de Philippe Sabat. Ça illustre très bien ce qu'on pense chez Oser le féminisme, c'est qu'en réalité c'est une loterie, le dépôt de plainte. Et dans votre malheur, vous êtes tombé sur une équipe formée, mais dans la plupart des cas, c'est pas du tout. Pas de formation, du tout, mais pas que. Mais c'est à Paris aussi, c'est à Paris peut-être, je ne sais pas. Non, pas forcément. Et c'est une question que je voudrais poser à Faustine. Est-ce que les policiers qui vous ont entendu font partie d'une brigade de protection des familles, c'est-à-dire une cellule un peu spécialisée au sein du commissariat? Alors il me semble que celle-ci, non, c'était pas une brigade des familles, non. Mais par contre, la personne qui m'a reçue, en effet, avait l'air, ne m'a absolument pas jugée, voilà, n'a porté aucun jugement à mon encontre, a vraiment écouté. Je pense qu'elle était assez choquée parce que c'est vrai que dans ma plainte, il y a aussi le fait que j'ai des vidéos. Voilà, parce que j'ai installé des vidéos pour les chats, voilà, pour les protéger. Et dans un sens, j'ai oublié ensuite que ces vidéos étaient encore actives. Donc c'est vrai que ça
permis dans un sens de justifier finalement mes propos. Et c'est ça qui est difficile aussi souvent dans les plaintes pour violence conjugale, c'est qu'il n'y a pas de preuves malheureusement. C'est difficile de montrer qu'on a souffert pendant plus d'1 an. Merci Faustine, à moins que vous ayez une autre question, à poser à Faustine. Non, mais ça montre que la formation des policiers, des gendarmes et de tous ceux qui travaillent sur ces domaines, alors s'améliore mais est nécessaire surtout. Ça reflète aussi la culture du viol quand on parle de l'entourage. Vous savez, il y a plus d'un jeune homme sur 2 entre 18 et 24 ans qui considère que quand une femme accuse son ex-conjoint ou un homme avec qui elle a une relation, c'est pour se venger ou par déception amoureuse. Donc 1 sur 2. La culture du viol, elle est omniprésente. J'ai vécu moi-même parce que j'ai également été violée, et je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. C'était quand j'étais étudiante. Et les réactions de l'équipe médicale ont été horribles. Mais horrible. C'est pourquoi vous êtes rentré chez lui, en même temps vous l'avez fréquenté ensuite, foutu comme vous êtes. Vous l'avez provoqué, vous l'avez... Ah, il est médecin, donc c'est pas possible qu'il ait fait ça. Enfin, ça, c'était la médecine universitaire. Alors, c'était avant MeToo, mais je peux vous assurer qu'avec toutes les femmes que j'accompagne, c'est toujours pareil. Et pour revenir aux dépôts de plainte, les dépôts de plainte auxquels j'ai assisté, parce qu'il faut rappeler aussi que la police, malgré que dans le code de procédure pénale, ce soit indiqué vaguement, qu'il y a une obligation de dire à la personne qui vient déposer plainte qu'elle peut être accompagnée par une avocate ou un avocat, ce n'est pas fait. Bon, dans les cas où je suis là, j'essaye de limiter la casse, mais les cas où ça se passe bien, c'est rare. Souvent, la porte du bureau où on dépose plainte est ouverte. Il y a plusieurs policiers dans le bureau, ça rentre sa sœur. Enfin, c'est compliqué de parler. C'est compliqué de parler et de dire ce qu'on vit. J'ai une petite question pour Faustine. Je voulais savoir où on en était justement de la procédure pénale. Elle a déposé plainte, elle a été bien accueillie. Et donc là, aujourd'hui, on en est où? Parce que justement... Oui, donc pour répondre à votre question, aujourd'hui ça avance très bien. J'ai toujours maintenant ma plainte est gérée par le commissariat du 11e. Voilà, je suis très très bien accompagnée par aussi mon cabinet d'avocats. Je tenais à le signaler. C'est vrai que c'est important. Oui, d'ailleurs, je dis et je suis totalement transparent. Maître Tomasini qui sera avec nous est l'une de vos avocates. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Je voudrais le dire parce que je voudrais pas que ça soit. Oui, bien sûr. Hein. Il faudrait une prise en charge par l'État des avocates et des avocats systématiques sans condition de ressources. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État prenne en charge les frais d'avocat. Oui. Pour les violences sexuelles, je pense que c'est indispensable, puisque c'est un frein, les honoraires. L'aide juridictionnelle, ça ne couvre pas les classes moyennes basses. Qu'en pensez-vous, Dominique Vérien ? Que ça peut être débloqué immédiatement. Alors après, je pense que le donner de façon systématique... Enfin, je pense qu'il faut le débloquer effectivement tout de suite pour que tout de suite la personne puisse être accompagnée par un avocat et après... Ah oui, vous parlez de l'aide d'urgence. Oui, parce que voilà, l'aide d'urgence peut exister. Après, il y a des gens qui ont largement les moyens de payer un avocat aussi et il faut se dire que... Puis voilà, donc, je le comprends. Qui sont plus chers que d'autres aussi. Je dis pas non, je pense qu'une victime devrait avoir accès à la même qualité de défense, peu importe ses revenus. Et aujourd'hui, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge l'assistance au moment du dépôt de plainte. Donc, oui, alors ça, par contre, ça c'est une chose qui serait nécessaire. On l'a bien noté. On l'a noté, nous, dès le dépôt de plainte, de telle sorte que l'avocat puisse accompagner le dépôt de plainte. À la fin de la procédure, il est possible justement pour les victimes, lorsqu'elles ont gain de cause, de se voir rembourser les frais aussi de justice, notamment les frais d'avocat. Notamment les frais d'avocat. À la fin, oui, mais ça dure tellement longtemps, mais je suis d'accord avec vous aussi. Bon, nous allons laisser en paix Faustine. Merci beaucoup, Faustine. Ça va bien maintenant? Vous avez comment aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce que vous avez vécu? Alors moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est de mon vécu, j'en ai plus honte. Parce que c'est vrai que cette relation m'a fait beaucoup culpabiliser. On parlait justement de la culpabilité de la victime. Je trouve ça bien dommage aujourd'hui que les seules personnes qui consultent des psychologues ou des psychiatres, en fait, c'est les victimes et pas les coupables, finalement. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup affectée. Parce que quand on est dans une relation comme celle que j'ai vécue, on a beaucoup tendance à justifier, en fait, la violence de l'autre en se disant, finalement, c'est peut-être de ma faute. Voilà. C'est vrai que c'est une attitude, moi, qui a été la mienne pendant un peu plus d'1 an. Je me suis dit, je vais essayer de le sauver de ses démons, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, je tente peu à peu de me reconstruire. Premièrement, c'est que je suis déjà bien soutenue par ma famille. Et je pense que c'est très important, les proches, l'entourage en fait. Ensuite, il y a évidemment donc le cabinet d'avocats. Je suis très très bien entourée. Et c'est vrai qu'on parlait de justice spécialisée. Les victimes de violences conjugales, c'est très très différent. Elles sont différentes des victimes tout court parce qu'en fait, la violence conjugale, dans un sens, il y a tout le regard de la société. Moi, souvent, quand j'en parle à des amis,
plus ou moins proches, il y a toujours ce côté j'ai souffert parce que j'ai aimé, vous voyez. Donc il y a ce côté un peu culpabilité, comme si j'avais choisi finalement de subir ces violences pendant plus d'1 an. Mais le problème, c'est quand on est dans cette relation, on a, en fait, on aime en effet, mais c'est très difficile d'en sortir quand on est complètement sous emprise. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile même que pendant la relation. Parce que quand on est plus sous emprise, on réalise en fait tout ça. On réalise que cette dignité a été perdue pendant un peu plus d'1 an. On réalise qu'on a été là pour quelqu'un qui a été complètement destructeur, parce que c'est le cas. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est une reconstruction. Et c'est là où la justice... Est-ce que cet ex-compagnon s'approche encore de vous ? Ah, plus du tout, non. Moi, j'ai écouté plus du tout, absolument pas, non. Bon, ok. Merci beaucoup, Faustine. Merci pour votre témoignage. Il est 11h30. Vous êtes sur Sud Radio. Je reviendrai tout à l'heure, après-midi, sur ce qui s'est passé au Pays Basque. Une enseignante a été poignardée par un élève. Elle est entre la vie et la mort. Il est 11h31. Vous aurez des détails, évidemment. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Bourdin. Il est 11h34. Nouveau témoignage, celui de Vanessa qui nous a appelé. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Vous avez subi des violences conjugales de la part de votre ex-compagnon. C'était il y a longtemps, Vanessa ? Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Que s'est-il passé ? Alors, malheureusement, ce jour-là, il m'a agressée avec un couteau de cuisine. Oui. Voilà, pour une histoire de jalousie, parce que monsieur était très très jaloux. Oui. Et voilà, et donc le problème, c'est qu'il m'a agressée devant ma fille. Voilà. Devant votre fille, oui. Voilà. Il vous a agressé, il vous a menacé, il vous a... Ah non, il m'a sauté dessus. Il vous a sauté dessus, et est-ce qu'il l'a porté, est-ce qu'il a utilisé ce couteau ? Alors, quand il m'a sauté dessus, je suis tombée à la renverse, je me suis cognée contre un meuble. Et en fait, si vous voulez, moi, mon réflexe, ça a été de l'attraper par le cou. Et malheureusement, je dirais malheureusement parce que par la suite, ça m'a porté préjudice, je l'ai griffé dans le cou. Ce qui fait qu'il a arrêté l'agression. Et on va dire que donc j'ai réussi à me libérer et à m'échapper. Et à crier, à vous échapper. Crier, ma fille a crié autant que moi. Moi, j'ai eu très peur. Effectivement, j'ai fermé les yeux parce que je me suis dit, ça y est, je suis morte. Oui. Ma fille s'est mise à hurler. Donc, quand j'ai réussi à m'en défaire, j'ai vite pris ma fille. Je suis vite allée l'amener chez une amie et je suis pas rentrée chez moi. Et là, si vous voulez, il a essayé de me chercher, de me trouver comme il pouvait. Et c'est là que j'ai vu que les gendarmes arrivaient. Oui. Moi, j'étais cachée dans le village. Je m'étais mise ailleurs en me disant que je pensais justement que les gendarmes allaient arriver. Voilà. Bon, Vanessa, les gendarmes sont arrivés. Donc là, vous étiez un peu soulagée. Vous avez déposé plainte, j'imagine ? Pas du tout, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes voisins qui ont entendu ce qui se passait, qui l'ont fait. Et à mon grand soulagement, parce que moi c'était pas la première fois que je subissais des agressions physiques, moins violentes, mais moins violentes. Il m'a percé le tympan, il m'a fait un trauma crânien, bon, bref. Moins violente, trauma crânien, percer le tympan, vous appelez ça moins violent, Vanessa ? Moins violent parce que là, s'il m'avait porté le coup de couteau, je pense que je n'aurais pas survécu. Vous seriez morte, peut-être. Voilà, c'est pour ça que Vanessa, vous avez déposé plainte ensuite ? Non. Pourquoi non ? Parce que j'avais trop peur de ces représailles. Je ne voulais pas... La plainte de mes voisins a suffi pour qu'on passe devant le tribunal. Oui. Donc, du coup, moi, j'avais trop peur que si moi alors, attendez, Vanessa, qu'est-ce que vous vouliez dire, Violaine de Philippis ? C'était simplement pour préciser, effectivement, c'est un dispositif qui existe, le signalement au procureur, qui ensuite décide de s'autosaisir, donc un tiers peut signaler... Un tiers peut signaler la violence. Tout à fait. Et si jamais les gendarmes donnent suffisamment d'éléments, le procureur s'autosaisit, poursuit, et l'homme peut être condamné sans que la femme ait eu besoin à aucun moment de porter plainte. Donc cet homme est poursuivi maintenant, Vanessa, par la justice. Alors, le problème, c'est que nous avons été tous les deux poursuivis. Parce que du coup, les gendarmes nous ont demandé, lui parce qu'il n'avait pas de permis, donc ils l'ont conduit. Parce que vous l'avez griffé, vous êtes défendu, quoi. Voilà, et du coup, j'ai été condamnée comme agresseur moi aussi. J'ai été condamnée. Non, mais ça, c'est absolument invraisemblable. Quel est le terme ?
Mais j'ai été condamnée pour agression. Non, mais c'est là où on parle justement de la formation des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire, c'est à la base, si on tombe sur des policiers ou des gendarmes, je vois que sur l'auditrice précédente, c'était le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, on a des policiers qui ne comprennent pas exactement la situation de madame, qui comprennent pas qu'il y a d'un côté une situation de menace imminente et de l'autre quelqu'un qui essaye de se défendre, et finalement vont banaliser tout ça, vont mettre des violences réciproques, et à la fin on a les deux qui sont renvoyés devant un tribunal correctionnel avec des magistrats qui de temps en temps eux aussi sont pas formés, ou en tout cas sont pas spécialisés, et donc vont pas comprendre la distinction et vont condamner tout le monde. Alors je remarque aussi, on parlait de Paris tout à l'heure, du 17e arrondissement, du 11e arrondissement de Paris, bien doté, avec des policiers qui ont parfaitement bien reçu Faustine, mais là les gendarmes, ça se passe à la campagne, il y a d'énormes différences selon le lieu où on se trouve. Alors, Vanessa, oui. Il y a d'énormes différences, mais non, en gendarmerie, il y a aussi des maisons de protection des familles qui sont des gendarmeries spécialisées. Et réellement, la plupart des gendarmes se forment. Formés en plus. Oui, les gendarmes se forment. Sachant qu'en plus, cette formation, malheureusement pour l'instant, est encore trop sur la base du volontariat. Sachant que les gendarmes sont un peu plus volontaires que d'autres parce qu'ils ont probablement un chef qui leur donne un tout petit peu moins le choix qu'en police. Mais pour autant, on voit bien que tous les gendarmes et tous les policiers ne sont pas encore formés, ce qu'ils devraient être. Et en fait, là, très sincèrement, madame aurait dû être réorientée justement vers cette gendarmerie spécialisée pour que les choses soient prises en main en connaissance de cause. Sachant qu'il y a déjà eu des faits. Après, je ne sais pas si votre conjoint avait mis, puisque vous parliez de jalousie très forte, j'imagine qu'il regardait comment vous vous habilliez, il vous disait que vous aviez le droit de sortir, quand vous aviez le droit de sortir, et tout ça sont des éléments de lecture. Vanessa, il se comportait ainsi? Oui, tout à fait. Il me reprochait mes activités loisirs, il me reprochait quand j'allais chercher ma fille de faire la bise à notre papa pour lui dire bonjour, de lui sourire tout simplement. C'est la gradation de la violence, et ça commence par ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le contrôle coercitif, mais qui sont des éléments qui prouvent qu'il y a violence et pas conflit. Parce que là, le fait qu'elle ait été condamnée, c'est parce que des policiers ont considéré qu'il y avait un conflit conjugal. Or, quand ces éléments sont mis en place, et là très clairement il était mis en place, on sait qu'on est dans de la violence conjugale de l'un sur l'autre, et on n'est plus du tout dans du conflit. On n'est pas dans un couple qui se dispute. On est vraiment de la violence de l'un sur l'autre. Alors je pense que c'est le rapport médical qui a joué, dans le sens où moi j'ai eu qu'un jour d'ITT, parce que je n'avais aucune, à part une grosse bosse sur la tête, je n'avais aucune violence apparente physique, que mon ex-compagnon, en fait, du coup, il avait une trace de 3 doigts qui l'ont griffé dans le cou. Donc lui, il a eu 3 jours d'ITT. Et vous n'avez pas eu d'ITT psychologique? Le commissaire vous a pas envoyé justement faire des ITT psychologiques? La gendarmerie. Non, apparemment, non, je vois pas du tout de quoi vous me parlez. Mais par contre, la procureure a demandé le retrait immédiat de ma fille. Donc les assistantes sociales sont venues. Ils voulaient me retirer ma fille. Ce qui s'est passé, c'est que le père a reçu un courrier, puisqu'on était séparés, il était dans une autre région. Et il a de suite déménagé pour venir emménager dans la région. Et ce qu'il n'a pas apprécié du tout, c'est qu'on ne le prévienne pas pour lui confier la garde à lui. De suite, on lui a dit, on retire la fille à votre ex-compagne, mais on la place. Mais la procureure a été vraiment... moi, je l'ai pris comme presque une agression de sa part aussi. Genre, c'était ma faute. Comme si vous étiez la fautive. Bien, Vanessa, merci. Je voudrais que Maître Tomasini se joigne à nous. Bonjour, Maître. Bonjour. Et merci pour le témoignage de Faustine tout à l'heure. Un mot sur Faustine. Faustine nous disait que ça suivait son cours. Maître Tomasini, c'est bien le cas? Oui, tout à fait. Je voudrais revenir juste sur ce dossier parce qu'il est assez emblématique en ce qu'il va à l'encontre des idées reçues, puisque dans notre inconscient collectif, on a tendance à envisager les violences dans les milieux non favorisés. Avec des victimes extrêmement fragiles, notamment sur le plan intellectuel et psychologique, et pas forcément aussi jeunes. Donc là, dans le dossier de Faustine, vous voyez qu'il s'agit d'une jeune fille brillante, qui est issue d'un milieu très favorisé et qui est jeune.
Donc ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, toutes les couches de la société sont frappées par ce fléau des violences conjugales et de plus en plus de très jeunes femmes, avec des auteurs très jeunes également. Alors le dossier de Faustine, là aussi, il a reçu un traitement privilégié. Elle a été parfaitement accueillie au commissariat. Vous venez d'entendre Vanessa, c'est pas tout à fait le cas pour Vanessa. Voilà. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, vous avez compris que le dossier de Faustine est assez exceptionnel dans le traitement qu'il a subi, la façon dont elle a été entendue, écoutée, alors que d'une manière générale, encore aujourd'hui en France, on a un accueil dans les commissariats ou les gendarmeries qui n'est pas au niveau. Les professionnels gendarmes ou officiers de police judiciaire ne sont pas encore suffisamment formés à l'écoute. C'est ce que nous disions. En ce qui concerne, je ne vais pas revenir sur le cas de Faustine maintenant et sur le cas de Vanessa, mais je voudrais avancer les fameux. Alors, en ce qui concerne les agresseurs, est-ce que les agresseurs sont condamnés comme il faut ou pas? Est-ce que les mesures permettant l'éloignement de ces agresseurs sont suffisantes ou pas? Il y a les téléphones grave danger, il y a les bracelets anti-rapprochement, mais est-ce que c'est suffisant? Alors absolument pas, ça c'est très clair en ce qui me concerne et au vu de l'expérience que je peux avoir dans différents dossiers. Déjà les téléphones grave danger, ils ne sont pas en nombre suffisant. En ce qui concerne les bracelets anti-rapprochement, là aussi, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas suffisamment de bracelets anti-rapprochement. Il faut savoir qu'il y a quand même 220 000 plaintes par an pour violence conjugale. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas autant de bracelets anti-rapprochement. De surcroît, il faut du personnel qualifié pour les mettre en place, pour expliquer son fonctionnement aux victimes notamment. Donc tout ça, c'est aussi une question de budget. Et le budget, évidemment, le compte n'y est pas. Vous le savez, depuis très longtemps, on réclame 1 milliard pour lutter efficacement contre les violences conjugales. Et évidemment, le gouvernement fait la sourde oreille. Dominique Vérien, pas assez de bracelets anti-rapprochement? Alors, je pense que, objectivement, les bracelets anti-rapprochement, il y a une autre difficulté qui fait qu'on ne les met pas, mais qui est une difficulté technique, qui, à mon avis, est en train d'être réglée, mais parce que, en fait, il en existe plus que ce qui est attribué. Donc, on peut encore en attribuer. Et il me semble, pareil, sur les téléphones grave danger, tout n'est pas attribué par rapport, parce qu'il y a une augmentation, une vraie augmentation, tant en nombre de barres, qui sont les bracelets anti-rapprochement, qu'en téléphone grave danger. Et je pense que, techniquement, et puis c'est pas tant le coût du téléphone grave danger, donc je pense que ça, c'est quelque chose de réalisable. Par contre, là où on parle de financement, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de financement, d'autant que chez nous, alors justement, le fonctionnement est un petit peu différent de ce qu'on peut voir en Espagne et beaucoup repose sur les associations. Je pense aussi IDFF, par exemple, qui est à Paris et celui qui donne les téléphones grave danger et qui va expliquer. Les associations qui ont besoin d'être accompagnées. Les associations ont besoin de financement. Alors les financements arrivent. Les associations, pardon, Oui, allez-y. J'allais dire les associations. Oser le féminisme, par exemple. Voilà, chez Oser le féminisme, ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, on est en train de pallier la carence de l'État. Et pas que nous. On a des assos qui permettent aux victimes de collecter leurs propres preuves sur la blockchain. Vous vous rendez compte à quel point on en arrive? C'est-à-dire que nous faisons les enquêtes que l'État doit réaliser. 80% de classement sans suite pour les violences conjugales. Est-ce que c'est normal? Est-ce que créer des équipes qui sont plus formées suffira? Et pourquoi 80% de classement sans suite? Parce que l'absence de preuves, c'est ce que disait Vanessa. Mais là, Vanessa, l'exemple de Vanessa est absolument incroyable. C'est presque elle qui était accusée dans cette affaire. L'exemple de Vanessa, alors qu'en plus il y a apparemment des éléments, qu'il y a les voisins qui sont prêts à témoigner, l'exemple de Vanessa est effectivement incroyable. Il y avait des antécédents, pardon, mais... Les investigations n'ont pas forcément été réalisées, puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'obligation à réaliser un minimum d'investigation avant de classer. Ce qui fait qu'on peut classer sans avoir récupéré la mémoire d'un téléphone. Et aujourd'hui, les classements sans suite, c'est soit pour défaut de preuves, enfin manque de preuves par manque d'investigation, soit pour la prescription. Nous, on estime que l'imprescriptibilité des infractions conjugales
conjugale et sexuelle se discutent vraiment, notamment à cause des mécanismes de mémoire traumatique et de troubles de stress post-traumatique. Il faut lever la prescription en tout cas, alors, en matière de violence conjugale, c'est un sujet. Plus largement sur les violences sexuelles, donc les violences sexuelles et conjugales, peut se mettre en place dans l'esprit de la victime une mémoire traumatique, un état dissociatif qui provoquera qu'elle ne peut pas porter plainte avant plusieurs années, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand on parlait, mais là il y a quelque chose où je suis vraiment en désaccord, c'est quand on parlait justement de classement sans suite pour manque de preuves. Moi je reviens justement au personnel formé, que ce soit de la part des policiers ou des magistrats. Oui. Il y a le phénomène d'emprise, je trouve, qui n'est pas du tout compris par la majorité du personnel, notamment en police. Et donc, les gens ne comprennent pas que cette emprise psychologique, c'est une violence. Et donc, ça peut permettre de créer un élément matériel pour entrer en voie de condamnation. Alors, je rebondis, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du contrôle coercitif. Parce que justement, ce sont des éléments de preuve, et il faut qu'on les fasse rentrer vraiment dans la grille d'évaluation. Aujourd'hui, justement, les policiers ou les gendarmes formés font vraiment une évaluation du danger. Et dans cette grille d'évaluation, il y a un certain nombre de points, et il faut absolument que ces points rentrent. Et donc, le contrôle coercitif, c'est est-ce que vous avez le droit de dépenser votre argent comme vous l'entendez? Est-ce que, bien que vous gagniez votre argent, est-ce que vous avez accès à la carte bleue? Est-ce que vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez? Ou alors, est-ce que le matin, il vous dit, mais tu vas pas mettre une mini-jupe aujourd'hui? Est-ce que vous avez le droit de voir qui vous voulez? Est-ce que vous faites... Est-ce qu'il vous harcèle si jamais vous rentrez avec un quart d'heure de retard? Tout ça sont des éléments qui sont effectivement plutôt psychologiques. On se rend compte que dans 100% des féminicides, ces éléments étaient mis en place. Parce qu'en fait, l'emprise se construit. Et le gros avantage de ce contrôle coercitif, c'est que ça fait porter sur l'auteur la pression et pas sur la victime. C'est pas la pauvre victime qui est sous emprise, c'est l'auteur qui met en place tout un système pour mettre sa victime dans sa toile. Sous emprise. Mais vous voyez, toute cette technicité, la technicité de notre débat aujourd'hui, finalement, montre qu'il faut des juridictions vraiment spécialisées. Et je dirais pas que pour les violences intrafamiliales, juridiction spécialisée pour les violences conjugales et sexuelles et sexistes, et dans cette juridiction spécialisée, un pôle violence intrafamiliale. Pourquoi? Pour former tout le monde, pour avoir dans le même immeuble les intervenants médicaux et sociaux, comme c'est le cas en Espagne. Et aujourd'hui, je me demande ce qui valablement justifierait qu'en France, on n'aurait pas les moyens de le faire. Bien, il est 11h49. Maître Tomasini, restez avec nous parce que vous faites une proposition, vous militez pour l'inscription du féminicide dans le code pénal. On va en parler. Il est 11h49, à tout de suite. Bien, il est 11h51. Je voudrais simplement, on a 2-3 précisions concernant ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. C'est une professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz qui est décédée après avoir été poignardée par un élève. C'était ce matin. L'élève a été interpellé. Nous allons évidemment développer après-midi pour avoir de nouvelles informations. Il est 11h52. Maître Tomasini, vous êtes là. Vous demandez, en ce qui concerne les féminicides, vous demandez l'inscription du féminicide dans le code pénal. Expliquez-nous. Alors, comme vous le savez, le féminicide aujourd'hui n'existe pas dans le code pénal. On parle de homicide sur conjoint, qui pour l'instant est une circonstance aggravante. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on réfléchisse, et je vais d'ailleurs m'y atteler, pour rédiger une proposition de loi sur le féminicide. Mais le féminicide, aujourd'hui, pas seulement dans le huis clos familial, puisque c'est qu'on emploie un terme qui est connu des spécialistes en violence conjugale. Et pour autant, pour moi, il y a féminicide quand une femme est tuée dans notre société femme. Donc, il parlait de féminicide non intime. Qui donc se passe... Oui, pas uniquement dans le cadre de la famille ou de. Absolument. Absolument. Et j'estime qu'on peut réfléchir à cela parce que finalement, dans cette société à dominante patriarcale, une femme est constamment en danger parce qu'elle est femme. Et lorsqu'elle est tuée, parce qu'il y avait un exemple récemment devant une cour d'assises où une jeune femme avait été tuée lors d'un vol dans des transports en commun. Et en réalité, cette victime a été choisie
parce qu'elle était femme, parce qu'elle était plus vulnérable, parce qu'elle était plus fragile. Oui, et je comprends. Mais alors, maître, donc le féminicide inscrit dans le code pénal, mais évidemment, la violence conjugale, c'est assez large. Il y a évidemment les femmes qui sont les premières victimes, mais il peut y avoir des hommes victimes, il peut y avoir des frères victimes, des sœurs victimes et des enfants victimes, maître. Bien sûr, et des couples homosexuels aussi. Bien sûr, mais la proportion n'est pas la même. La proportion n'est pas la même parce que dans les décomptes qui sont évoqués... Oui, mais est-ce une raison, la proportion ? Pour laquelle on tue n'est pas la même aussi, historiquement. Parce que, en réalité, aujourd'hui, on parle d'homicide conjugal. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de féminicide hors huis clos familial. Hors le cercle familial. Absolument. Et c'est très important parce que ça démontre précisément qu'une femme dans cette société, et c'est malheureux de le dire encore aujourd'hui en 2023, est une proie. Et très souvent, lorsqu'elle est tuée, elle est choisie parce qu'elle est femme. Et elle est victime parce qu'elle est femme. J'allais dire, historiquement, il y a une raison législative aussi qui montre qu'on avait un traitement différent. Jusqu'en 1975, le code pénal précisait que si un homme trouvait sa femme au foyer conjugal en train de le tromper, s'il la tuait, ça pouvait être excusable. Et le terme excusable jusqu'en 75. Ensuite, la Cour de cassation a reconnu le viol conjugal entre époux seulement en 1990. En fait, le corps des femmes a toujours été un objet à disposition des hommes tel que le Code Napoléon l'a posé. Oui. Et aujourd'hui, on vit encore dans cet héritage historique, ce qui fait que les féminicides ont une réalité actuelle et s'inscrivent aussi dans un système patriarcal de longue date. Oui, mais ça évolue doucement, peu à peu. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Moi, je suis partagée. Moi, j'emploie assez facilement le terme de féminicide, mais je trouve qu'il couvre effectivement plus que les violences intrafamiliales, puisque une femme qui va être tuée dans la rue qui sera violée, on sait bien qu'elle sera violée parce qu'elle est une femme et qu'elle sera du coup tuée comme telle. Après, il est vrai que par rapport aux violences intrafamiliales, on parle d'homicides conjugaux. Alors, on pourrait dire féminicide conjugal, ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'il est vrai que dans la sphère conjugale, il se passe quelque chose qui est tu m'appartiens. En gros, si l'homme exerce cette violence et ce contrôle dont j'ai parlé, c'est parce qu'il considère que sa femme lui appartient. C'est la possession. La possession. Et quand on lit le Code civil de Napoléon, globalement, c'est ça quand même. L'homme a le droit sur son foyer quasiment de vie et de mort. Et c'est ce qui n'est pas encore tout à fait gommé. Et c'est pas si vieux que ça. Donc effectivement, on progresse, mais pas assez vite. Législativement, ça a été gommé récemment à l'échelle historique, mais dans les mentalités... Pourquoi plein d'hommes considèrent que violer une femme qui dort, c'est pas violer ? Pourquoi plein d'hommes considèrent que si une femme recouche avec son violeur, alors elle n'a pas été violée ? Vous voyez ? C'est parce qu'en fait, notre corps, il est considéré comme étant à la disposition de la personne qu'on fréquente. Enfin, ça relève aussi plus de la déviance de ces hommes-là que d'un héritage oui, mais cette déviance, du code et de Napoléon. Cette déviance, elle leur a été historiquement transmise, en fait. On les a éduqués comme ça. L'éducation, l'école, le HCE a encore relevé la présence très forte du sexisme à l'école. Alors aujourd'hui, justement, les jeunes... Et de la pornographie. J'allais y venir. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sensibilisés suffisamment ? Non. Non, absolument pas. Il y a un gros travail à faire sur les jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une ère. Alors, on voit le HCE en a parlé, mais la délégation aux droits des femmes du Sénat a sorti un rapport sur la pornographie, l'enfer du décor. On voit bien que les jeunes ont accès à partir de 11 ans, et le modèle qui est montré est clairement un modèle d'un homme possesseur de la femme. Oui, le Sénat a fait un excellent travail, et je préciserai d'ailleurs que Oser le féminisme est constitué partie civile dans les procès contre l'industrie pornographique. Et que plusieurs hommes sont en détention provisoire actuellement, des producteurs, des réalisateurs. Eh bien, merci à tous. Maître Tomasini, merci à tous les trois d'être venus nous voir. Encore une fois, je vais, merci d'avoir participé à cette émission. Après les infos, je vais revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Nous aurons en ligne le secrétaire régional Nouvelle-Aquitaine d'Alliance Police Nationale. Il y a des informations à nous donner sur ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'une femme, professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz, est décédée après avoir été poignardée par un élève. C'était ce matin. L'élève a été interpellé. À tout de suite, il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio.